Moi, je n'hésite pas à dire que Villeneuve était le plus grand. Je ne les ai pas tous connus. J'ai connu les pilotes de course à partir d'à peu près 1955. J'exerce mon métier depuis 1960, donc ça fait 23 ans. Mais j'ai vu des courses avant d'être professionnel. Et donc j'ai connu au volant, j'ai vu Fangio, par exemple, qui était un très grand. To win by a few feet. Et comment se fait-il qu'on parle de toi tout le temps? Tu es tellement près de tes sous que tu n'as même jamais payé un journaliste. Et je ne gagnais pas autant d'argent que toi. C'est possible. S'il y avait un pilote de course, parmi tous ceux que j'ai vu conduire dans les années 50, les années 60, les années 70, les années 80, si je devais en désigner un qui soit le pilote de course par excellence, ce serait Villeneuve. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un type qui avait exactement le mental et le physique qu'il fallait pour faire le métier qu'il aimait. Et je pense que plus que n'importe qui, plus que Jim Clark, plus que Fangio, comparé un jour à Tadzio Nuvolari, qui était un pilote italien d'avant-guerre, parce que Nuvolari était comme Gilles, c'était un type qui était capable de se surpasser, mais très au-delà des limites auxquelles on pourrait penser qu'un homme peut se surpasser dans les circonstances les plus difficiles. Et Gilles était capable de ça. À la vérité, rien ne semble impressionner Villeneuve, et Alan Jones est bien placé pour le savoir. Rares sont ceux qui ont ainsi joué avec les Williams dans la deuxième partie de la saison, et Alan Jones a rencontré en Villeneuve son plus coriace adversaire. Rien ne lui fait baisser les bras, pas même une roue arrachée. Villeneuve, de toute évidence, est de ceux qui ne renoncent pas. Tout son comportement l'a prouvé cette saison. En Allemagne, l'aileron à moitié arraché, il repartira à l'attaque après un arrêt au stand, comme si toute la suite de sa carrière en dépendait. Según mi opinion, c'est un pilote. À mon avis, les pilotes ne courent pas tous pour les mêmes raisons. Certains pour la gloire, d'autres pour l'argent ou par passion. Et je suis d'accord, mais il faut d'autres qualités. Il y a en plus le besoin, le désir, la volonté de gagner, la passion et surtout la concentration. Être pilote, c'est faire preuve de concentration. Concentration. C'est exact. Il existe deux types de pilotes, selon moi. Le pilote né, comme Jimmy Clark, qui s'aperçut un jour qu'il était capable de courir, et de superbe façon. Et le pilote qui se fait lui-même, comme Graham Hill, parce qu'il avait le désir, la volonté de gagner, parce qu'il poursuivait un but. Il a travaillé dur et il a acquis son titre de champion du monde. Un pilote, c'est... Un pilote fera son meilleur temps en 2 ou 3 tours. Otro piloto necesita 10 ou 20 vueltas. Un autre aura besoin de 10-20 tours pour arriver à faire le temps qu'un grand pilote scelle en 3 tours.
que je recherche, c'est être le meilleur. Donc pour moi, être chez Ferrari, c'est pas un accomplissement en soi, c'est un moyen d'arriver à être champion du monde, à être le meilleur un jour. Je crois que le choix que j'ai fait d'aller chez Ferrari, c'est un choix qui est devenu sentimental par la suite une fois que j'y étais, mais avant tout c'était un choix objectif et professionnel. Ferrari, c'est sans la moindre ombre d'un doute le nom magique un peu pour tout le monde, surtout depuis que Mercedes s'est retiré. Ferrari a été fondé il y a plus de 40 ans par un homme qui ne vit que pour le sport automobile. Monsieur Ferrari dirige une organisation qui n'a pas d'égal dans le sport automobile. Son usine a sorti des voitures sport parmi les plus sophistiquées qui soient, et son écurie a gagné pratiquement tout ce qui était possible de gagner. Les Ferrari, c'est autre chose. Elles n'arrêtent pas de le prouver. C'est donc pour ça que tout le gratin des pilotes se retrouve à leur volant. À ce moment-là, pour beaucoup, le pilote de Ferrari capable de remporter le championnat du monde, c'était bel et bien Gilles Villeneuve. Tout le mérite de Scheckter a été de croire que rien n'était joué. Force morale, confiance inébranlable, toujours est-il que dès le début de la saison en Europe, la chance tourne et à son avantage. Tout le temps qu'a duré son effacement et la réussite de Villeneuve, Scheckter a su ne montrer aucune aigreur et il a même su jouer le jeu d'équipe. Ce n'était pourtant pas facile pour un champion qui bénéficiait au demeurant de la position de premier pilote. Ferrari, c'est autre chose, je le répète. Je me rappelle qu'à l'époque où j'avais eu Jody a gagné quelques courses pour moi. Et on disait toujours, Scheckter remporte le Grand Prix sur une Wolf. Alors qu'on dit, Ferrari remporte le Grand Prix. Et ce n'est qu'après qu'on va parler du coureur. Dans ma carrière de pilote professionnel, j'ai eu, plus que d'autres peut-être, la chance de pouvoir toujours choisir l'équipe qui me permettrait de faire la saison. Je dois admettre que c'est plutôt un avantage parce que ça décharge d'un poids, mais choisir ne veut pas dire que l'on va avoir la meilleure machine, car il est presque impossible pour un coureur de savoir qui a découvert l'espèce de potion magique qui fortifiera la mécanique. Ça fait 9 ans que je fais de la Formule 1, donc je suis passé par tous les échelons des voitures rapides, moins rapides, vraiment lentes. Et je crois que le plaisir, pour moi et je crois pour beaucoup de pilotes, c'est de conduire une voiture de course et spécialement de conduire une Formule 1 parce qu'on est persuadé, et je crois qu'on a raison, du fait que la Formule 1 c'est ce qu'il y a de plus beau à conduire par rapport à un prototype. C'est le meilleur équilibre. Le rendement, puissance, poids, je crois que c'est ce qu'il y a de plus agréable. Donc on est conscient de ça. Et qu'à partir du moment où on conduit une Formule 1, on est heureux, alors qu'elle soit bonne ou mauvaise. Plus on est vieux, ou plus on est âgé, pas plus âgé, mais plus on a d'expérience, c'est-à-dire plus d'années en Formule 1, il est évident que je ne conduirai pas une voiture comme j'ai conduit cette année pendant 3 ans, hein, ça c'est évident, mais j'accepte pendant 1 an, peut-être même pendant 2 ans, d'être dans une voiture moins compétitive, en sachant qu'un jour elle va devenir compétitive, mais parce que je sais qu'on va la rendre compétitive. J'avais entendu parler de sa carrière en motoneige. On m'avait également vanté son courage. Effectivement, à ce moment-là, je me trouvais dans une situation contrariante. Lauda avait quitté Ferrari. Et compte tenu que je l'avais engagé alors qu'il était pratiquement inconnu, je me suis dit qu'il devait bien exister en ce monde d'autres éléments capables de connaître une ascension comparable à celle de Lauda. E quando mi si è presentato questo piccolo canadese.
Lorsque je me suis trouvé en face de ce petit Canadien, de ce minuscule paquet de nerfs, j'ai reconnu en lui le physique du grand Nuvolari. Et je me suis dit, essayons. Moins expérimenté que son coéquipier, il n'a disputé que 34 Grands Prix contre 99. Villeneuve a cependant montré qu'il lui manquait peu de choses pour entrer dans la peau d'un champion du monde. Vite en action, comme ici au départ du Grand Prix d'Autriche, il a étonné par sa science de la course et par celle des bons choix à faire sur la voiture ou à propos des pneus. Ce n'est en Afrique du Sud que la deuxième victoire en Grand Prix de Gilles Villeneuve. Mais déjà, beaucoup se doutent qu'il ira loin. Villeneuve, c'est de la graine de champion. Gilles était déjà pilote chez Ferrari quand je suis arrivé. Il était un peu plus que pilote chez Ferrari. Il était vraiment l'enfant de Ferrari. Et dès le début, il m'a beaucoup aidé à me familiariser avec tous les membres de l'écurie et avec l'organisation de l'écurie qui est quand même un petit peu différente des autres. Et il n'y a pas du tout eu ce côté bon, t'arrives là petit gars, c'est moi le premier pilote, tu feras ce qu'on te dit un petit peu, c'est pas du tout. On a été tout de suite sur un pied d'égalité tous les deux et la première personne à me mettre sur un pied d'égalité avec Gilles, c'était lui. J'ai l'impression que Pironi a dû se dire, ok mon gars, je vais te passer à droite. Villeneuve plonge à l'intérieur et tente de passer Pironi au freinage, mais Pironi sort du S en tête. On ne sait pas par quel miracle. Les deux pilotes donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre, bien qu'ils soient de la même écurie, c'est invraisemblable. Pironi mord la bordure, Villeneuve essaie de s'infiltrer, mais il n'a pas le passage avant la courbe. Villeneuve a tenté cette manœuvre pour profiter éventuellement de la moindre erreur de Pironi, mais ils abordent le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Villeneuve est derrière, Villeneuve est second. Gilles Villeneuve a perdu la course, c'est Didier Pironi qui l'a gagné. Un pilote de course est un pilote qui a d'immenses qualités et d'immenses défauts. D'immenses qualités physiques et morales, mais d'immenses défauts d'ordre moral aussi. Il faut être d'un égoïsme forcené pour faire ce métier-là, ne penser qu'à soi, etc. Au plan des qualités, je pense que celle qui, chez l'homme, Villeneuve, celle qui perçait le plus, c'était sa franchise qui était un bloc vraiment inaltérable. Le compagnon d'écurie est en quelque sorte l'étalon. Je veux dire, en tout cas en Formule 1 c'est comme ça, c'est celui auquel on est mesuré et confronté directement. Parce que bon, tous les autres ont du matériel différent, tous les autres ont une organisation différente, et il y a toujours s'il y a des différences entre un pilote d'une écurie et celui d'une autre écurie, on peut toujours l'expliquer par la différence de matériel et d'organisation. Mais la différence qu'il y a entre deux pilotes de la même écurie, s'il y en a une, de l'extérieur, on a tendance à ne l'expliquer que par la différence de qualité du pilote. Donc effectivement, bon, ça on le ressent très fort, et il y a beaucoup plus d'émulation entre deux pilotes de la même écurie, c'est certain, qu'entre deux pilotes de deux écuries différentes. C'est très dangereux premièrement car on est obligé de prendre beaucoup de risques sur un tour seulement. Car une pole position se fait avec des pneus de qualification, avec un moteur poussé au maximum. En ce qui concerne le turbo, on rajoute toujours un petit poil de pression de turbo supplémentaire. Et là on est obligé de prendre tous les risques sur un tour car on sait qu'on a seulement 2 tours ou 3 tours pour faire le meilleur temps. À l'heure actuelle, on dispose de pneus de qualification qui font 2 tours, 1 tour souvent. Et donc, dans ce tour-là, il faut jouer un peu les kamikazes, parce que si on ne fait pas le kamikaze, on ne fait pas de temps. Et si on ne fait pas de temps, on est loin sur la grille. Enfin, la séance d'essai, pour moi, c'est la chose la plus terrible et la plus épouvantable, parce que c'est elle qui détermine votre position sur la grille de départ du dimanche, et qui va déterminer si vous allez gagner ou perdre la course. C'est le rêve. Pole position, bon départ, toute la course en tête, le record du tour, et moi je suis ravi.
Eh bien, donc à partir du moment où on met les pneus de qualification, on a tendance à vouloir faire chauffer un petit peu les pneus pendant un tour, c'est-à-dire aller relativement doucement. Et une fois que les pneus sont en température, on essaye de trouver le tour le plus clair, c'est-à-dire d'avoir le moins de voitures possible devant nous et je dirais, de nous lancer à fond, à 100% dans la bataille, seulement sur un tour. On est obligé, je dirais, de garder le pied à fond si on veut faire un temps. Par contre, instinctivement, on devrait ralentir un petit peu car c'est un danger permanent. Car le pilote qui est devant vous ne vous a peut-être pas vu, ou même s'il regarde dans les rétros, la différence de vitesse peut être telle qu'il peut y avoir un accrochage. Et moi, je préfère de loin être en première ligne et évidemment en pole position plutôt qu'en milieu de peloton. C'est beaucoup moins dangereux. Moi, je préfère être 10e sur la grille qu'être premier à un risque qui est invraisemblable. Souvent, les pilotes et moi-même, on se bat pour la pole position, c'est toujours très important. Par contre, Gilles se serait battu de la même manière pour la dernière place, pour obtenir sa qualification, que pour obtenir la pole position. Il était sans arrêt, quand il montait dans sa voiture, c'était sans arrêt un attaquant à 100% de ses possibilités, des possibilités de la voiture. J'estime personnellement que c'était le parfait pilote qui savait exactement où et comment établir une différence complète. Et c'était même l'un des rares pilotes qui partait tout aussi vite que la voiture ait un moteur turbo ou non. Gilles était peut-être mieux entraîné, mais c'était l'un des rois du turbo. Je pense qu'il avait un truc au niveau des départs, car de loin, en pourcentage sur les départs d'une saison, et c'était lui qui réussissait le mieux ses départs. Ceux qui éprouvaient malgré tout quelques craintes n'avaient pas tort. Villeneuve et sa Ferrari passent les deux Renault. Jean-Pierre Jabouille réussit à rester dans son sillage, mais René Arnoux rate complètement son départ. Gilles était le plus talentueux de nous tous. Sur n'importe quelle voiture, il était capable d'être l'un des plus rapides. Niki Lauda et Gilles, ce sont deux pilotes qui avaient une façon de conduire assez différente, selon moi. Lauda, c'est ce que j'appellerais un pilote informatisé, qui fonctionne de manière très méthodique, très structurée, comme un ordinateur en quelque sorte. Gilles, c'était, comment dire, un conducteur super talentueux, vraiment doué, ce qui n'enlève rien au talent de Lauda. Il possédait une faculté très rare, il sentait véritablement sa voiture. C'était un battant, un gars qui se déchaînait, toujours décidé à vendre sa peau très cher. Lauda, c'est le pilote qui court par métier, pour amasser des points. Gilles ne comptait pas que sur la technique. Il courait pour gagner. Avoir Gilles dans une écurie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Toutes les écuries du monde, je pense, ont souhaité avoir Gilles avec eux. Et parce qu'il était tellement exaltant, ses qualités de pilote en plus de ça étaient tellement extraordinaires, c'était un acrobate et pas dans le sens péjoratif du terme. Il était en tous les cas parmi les meilleurs, sinon le meilleur. Beaucoup le considèrent comme le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps. Tant pendant la course qu'aux épreuves de qualification, il faut savoir prendre de nombreux risques, notamment pour doubler un concurrent. Mais il y a quand même des fois où on n'est pas prêt à le faire. Tout va dépendre de celui qu'on va tenter de doubler, du pilote qui se trouvera juste devant. Car il ne faut pas le surestimer ou sous-estimer certains.
Il y a aussi l'état de la piste, l'endroit qu'il faut voir. Parce qu'il ne faut surtout pas s'imaginer que telle ou telle manœuvre est constamment dangereuse. Non, ce sera dangereux un jour et pas un autre. Si on est un tant soit peu correct et tout, il y a quelque chose qu'il faut respecter, c'est la vie des autres. Et que ce soit sur la route ou sur un circuit, la vie des autres, elle commence par respecter soi-même certaines règles. Et là, pour moi, la règle principale de la course automobile, c'est celle-là, c'est rester à sa place dans une trajectoire, dans une courbe, dans une ligne droite. Il ne faut jamais changer sa trajectoire. Quand on vous passe de manière claire et nette, on a quelquefois de l'admiration pour ce fier adversaire à ce moment-là. Mais quand vous êtes serré, passé dans des conditions déloyales et que ça fait un malheur, alors là, on n'est pas très content. On s'envoie quelques petits mots doux. Je dis toujours qu'on voit les qualités réelles d'un conducteur par la façon dont il s'y prend pour vous dépasser. Il se trouve que la plupart du temps, Gilles passait en grand champion, mais il lui est arrivé de commettre des erreurs. Aucun de nous n'est à l'abri d'une mésaventure. Pour ce qu'on appelle le gros cœur, voici ce que Villeneuve est capable de faire. L'extérieur, à Zandvoort, aux dépens d'Alan Jones et de la plus efficace des Formule 1 du moment, la Williams. Gilles était adroit et fair play. Je veux dire, Gilles ne prenait pas un risque inconsidéré. Et l'avantage de Gilles, c'est que je savais que quand on était roue dans roue, il avait le réflexe, ou en tout cas 99 fois sur 100, il aurait eu le réflexe pour éviter un accident. Donc c'était plutôt un jeu, mais enfin je me suis beaucoup bagarré avec lui en Espagne il y a 2 ans, quand il avait cette Ferrari avec le moteur turbo et moi j'étais derrière lui. Et j'ai eu beaucoup de mal à le doubler. D'ailleurs je ne l'ai pas doublé, mais j'ai essayé beaucoup. Et on était souvent en roue dans roue, mais j'avais pas peur de me frotter à lui. Par contre, il y en a d'autres. J'irai jamais les attaquer à un certain freinage parce que je sais qu'obligatoirement, ils vont me fermer la porte. Donc, il faut les connaître, il faut les reconnaître. Et puis, quand on sait ça, il faut choisir un moment vraiment opportun pour dépasser où vraiment il n'y a aucun risque. Lafitte aussi résiste à Reutemann, mais celui-ci perd son sang-froid et provoque un carambolage qui est un beau cadeau pour Piquet dans la course au titre. En 80-81, pendant mon absence en compétition officielle, on a vu très nettement que les Formule 1 se développaient d'une manière qui, pour moi, dépassait toute raison. Les voitures devenaient beaucoup trop performantes, par conséquent, on ne pouvait même plus les manœuvrer. Et certains avaient beau protester, on imposait les règlements. Et le pauvre conducteur ne devenait plus qu'un passager comptant les tours jusqu'à l'arrivée. Et cette situation ne pouvait pas durer. Nous devions absolument... Les jupes, ce n'était ni plus ni moins qu'une invention qui permettait de contrôler le flux d'air sous la voiture. J'étais en fait le premier à conduire une voiture équipée de ce dispositif, une Lotus. Colin Chapman avait mis au point cette nouvelle technique qui a été connue sous le nom d'effet de sol. Mais on l'a développée à fond et elle est devenue pratiquement monstrueuse. Je me trouve à côté de la Ferrari de Gilles Villeneuve. L'année dernière, cette Ferrari était équipée des jupes mobiles, lesquelles créaient une sorte de poche d'air sous la voiture. Ça provoquait une succion qui collait la voiture au sol et on prenait les virages à une vitesse stupéfiante. Mais on a modifié le règlement. Les jupes ne sont plus mobiles. Le phénomène de succion a disparu et il faut absolument que le châssis porte à 6 cm du sol. C'est le cas au départ sur la piste. Seulement voilà, on a trouvé le moyen de contourner le règlement. Quand la voiture tourne sur le circuit, le pilote s'empresse d'abaisser cette manette dans le poste de pilotage. À ce moment-là, les jupes frôlent le sol. La voiture est à nouveau collée à la route. Désavantage certain, il n'y a plus de suspension. Les pilotes ont l'impression de faire du go-kart, légèrement plus sophistiqué, mais en réalité, c'est dangereux. Cette situation a duré quelque temps et on a décidé de les supprimer parce qu'à cause d'elle, l'aérodynamisme était beaucoup trop réfléchi, trop bien pensé, en un mot, trop efficace. On abordait les virages à très haute vitesse. La force d'attraction était trop élevée. La morale de l'affaire, c'est que ce sont surtout les pilotes qui ont demandé à ce qu'on veuille bien modifier les voitures, car ils souhaitaient prouver leur talent avec autorité, au lieu d'être des sortes de robots. L'autre problème, c'est que ces autos-là n'ont aucune suspension
Et Gilles me disait souvent, la tête me saute tellement que tout devient vague. Et l'adhérence dans les coins qui permettait pas de dérapage, puis Gilles c'était un artiste du dérapage, il prenait à fond. Il me contait que certaines courbes qu'il prenait en troisième avant, que maintenant il les prenait à fond. Ce qu'il fallait faire au plus tôt, mais Gilles l'a fait, d'autres pilotes l'ont fait avec hélas des abstentions, il fallait changer ces règlements idiots, livrer combat. Il y a de la politique en Formule 1, vous le savez probablement, et le combat s'est poursuivi jusqu'à la fin. Gilles était un homme, et sachant ce qu'il voulait, et je lui rends grâce pour tout ce qu'il a fait. Nous avons gagné en fin de compte, et la sécurité des voitures de course sera bien meilleure qu'auparavant. Les voitures deviennent beaucoup plus humaines à conduire dû à la suppression des jupes. Et je crois que la formule en 83 est une formule qui plairait énormément à Gilles, c'est-à-dire perte de potentiel d'adhérence et augmentation de la puissance. Le fait d'avoir remplacé Gilles dans la 27 est pour moi une source de motivation. Il s'est toujours comporté au volant de ses voitures de course avec une détermination, une générosité telle qu'on ne peut pas faire moins que lui. Il vento porta via tutto. Il vento, mais non è caldo, non è freddo. Sì, non è freddo, però porta via tutto. C'est une succession difficile et lourde à assumer, mais pour moi c'est un exemple qu'il faut suivre parce que tout le monde va certainement regarder les performances avec un œil de comparaison, mais il n'y a qu'un Gilles Villeneuve. Les voitures des années 50 étaient très différentes de celles des années 80. Elles étaient plus capricieuses parce que la suspension n'était pas aussi bonne. Prenez une voiture comme cette Jag. On la sent quand elle est prête à décrocher. Et tout est alors fonction de votre adresse, de ce que vous faites. J'estime qu'avec les voitures modernes, particulièrement celles à effet de sol, on ne perçoit pas le signal d'alarme comme dans ce type de voiture. Je ne peux pas juger parce que je n'ai jamais conduit les voitures d'aujourd'hui. Je peux dire néanmoins qu'à mon époque, le pourcentage était de 75% pour la voiture et les techniciens et 25% pour le pilote et la chance. À mon avis, la conduite d'aujourd'hui ne nécessite pas plus de talent qu'autrefois. C'est différent. Je suis cependant convaincu que la barre du talent est située plus haut qu'elle ne l'a jamais été. Si l'on prend les 20 meilleurs pilotes à partir du début des années 80, on s'aperçoit que le niveau est plus élevé qu'au cours des années 50 ou 60, en moyenne. Cela ne veut pas dire que ceux qui dominent nettement le lot sont supérieurs aux grands d'autrefois. Comme tous les enthousiastes plus ou moins privilégiés, les tifosi, je m'efforce de recueillir et de conserver les souvenirs des courses qui sont liées à mon champion préféré. Entre autres, les photos. J'ai pris celle-ci à la piste de Fiorano, lorsque Gilles Villeneuve a été présenté à la presse. C'est la plus belle photo que j'ai parmi toutes les photos de Gilles. Parce que je le revois lorsqu'il est arrivé là, ce tout petit bonhomme. Avec son visage rond et sympathique, je le vois au milieu de centaines de gens. Je ne dis pas qu'il avait l'air perdu, non. Il savait parfaitement où il se trouvait. Seulement, fallait le voir sourire, comme s'il était au paradis. Et si on examine d'assez près ces photos, on peut voir que Gilles a revêtu la combinaison qu'il portait en Formule Atlantique.
À peine arrivé, il s'est assis dans la voiture comme si c'était parfaitement naturel, avec une grande sérénité. On le sentait heureux d'avoir atteint son but, de se trouver là où il se trouvait. Et il a répondu aux questions des journalistes sans prétention, disant seulement qu'il avait la chance réellement extraordinaire de pouvoir être au volant d'une telle voiture. Et cette chance qu'il voudrait avoir tant de pilotes. Il était ému et heureux. Il est monté dans la voiture tout à fait naturellement, comme s'il montait dans une Formule Atlantique. Et il est parti, il a exécuté d'entrée un certain nombre de têtes à queue spectaculaires, ce qui était possible sur la piste, avec une habileté, mais démoniaque. Et ça, c'était une de ses grandes caractéristiques, une agilité. Dès qu'il avait quelque chose entre les mains, qui comportait un volant et 4 roues, il ne pouvait pas s'empêcher d'être agile et adroit et d'être à la limite de tout ce qui était possible de faire. Et je me souviens de Mauro Forghieri qui, lorsqu'il s'arrête, lui demande comment ça allait. Gilles lui dit oui, très bien. Et il commence déjà à lui faire des commentaires sur le comportement de la voiture. Et il avait les freins complètement en feu. Et Mauro Forghieri, très gentiment, s'approche et puis lui dit, tu sais Gilles, il ne faut pas freiner si fort parce que regarde un petit peu en quel état tu as mis les freins. Et Gilles lui a dit, mais j'ai pas encore commencé à freiner. Alors Mauro Forghieri est parti dans un grand éclat en disant, siamo fortunato, siamo fortunato. Nous avons de la chance parce que quand tu vas freiner, qu'est-ce que ça va être? Ho fatto una scommessa con me stesso e posso dire. J'ai fait une sorte de pari avec moi-même et je dois admettre que je ne l'ai jamais regretté. Il apportait quelque chose par sa combativité constante, par sa faculté de destruction pour toute mécanique qui lui était confiée. Il nous mettait toujours en face de ce qu'un ingénieur était tenu de réaliser, afin qu'une voiture soit en mesure d'affronter des situations extrêmes, imprévisibles. Pour démontrer cela, il se livrait à des acrobaties invraisemblables. Acrobazie in un momento di difesa, in un momento di necessità. Quindi frizioni, cambi. Embrayage, boîte de vitesse, différentiel, demi-axe, tout était mis à rude épreuve. Et Gilles è stato il re dei distruttori. Gilles était le roi des destructeurs. Mais à travers ça, il nous indiquait comment il fallait fabriquer, améliorer toutes ces pièces pour qu'elles résistent à n'importe quel autre pilote. Son moral était vraiment incassable. On se souvient bien sûr de cet épisode à Zandvoort où il a perdu complètement l'arrière droit de sa voiture. Eh bien, rien ne l'a arrêté. Il n'était pas question pour lui de penser un instant qu'il pouvait abandonner. Il est rentré au stand comme ça, la voiture qui traînait par terre, c'était lamentable et dramatique, mais il est rentré au stand. Il ne lui est pas venu un instant à l'idée de baisser les bras. Ça, c'était tout à fait lui. Il y avait l'ingénieur en chef chez Ferrari qui souvent avait des opinions, et Gilles était contre les opinions de l'ingénieur-chef. Et je me rappelle avoir été témoin de certaines choses où l'ingénieur voulait absolument rien comprendre. Et après avoir fait les essais, on est arrivé à la conclusion que Gilles avait raison. Il sentait tellement bien sa machine qu'il pouvait le relater. Il y avait la facilité de relater que j'ai l'impression que les autres n'avaient pas. Donc il se formait un tout entre les ingénieurs et lui, parce qu'il y avait le moyen de l'exprimer, ce qu'il sentait dans l'automobile. Et cette curiosité qu'il avait pour tout ce qui était mécanique, pour ce qui était disons, de l'attention qu'il faut porter pour comprendre ce qui se passe, eh bien, il l'avait également pour les pneumatiques. Et comme c'est un garçon qui, à tout moment, ne pouvait pas ne pas être au mieux de ce qui était possible de faire, le résultat qu'il nous communiquait était un résultat parfait, pur, parce que, bon, certains pilotes sont réfléchis, ils font plusieurs tours, ils vont lentement, ils s'arrêtent, ils font des commentaires, mais ils font tout ça à 3 secondes des temps possibles. Alors que Gilles faisait la même chose, mais en étant dans le 10e possible. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important pour nous, et on a eu avec lui des résultats de grande qualité, hein, c'est évident. Par exemple, à la sélection des pneus, on regarde la température, il fait froid, il fait humide, il fait chaud, il fait sec, on choisit les différentes gommes. Je me rappelle au Grand Prix de Montréal, où tout le monde avait choisi, je ne me rappelle pas quel numéro de gomme pour la température qu'il faisait. Gilles est allé à l'encontre de ça et ça a porté fruit. C'est l'année qu'il a gagné le Grand Prix ici. J'ai eu l'occasion de rencontrer Gilles Villeneuve et de lui dire tu sais, tu n'es pas le premier Villeneuve qui court. Vous savez, quand on interroge un pilote de Formule 1, en général, ils n'écoutent pas. Ils disent... et là, il a tiqué. Il a dit quoi?
son esprit a été éveillé, en éveil, et je lui ai dit non, tu n'es pas le premier Villeneuve, il y a déjà un Villeneuve qui courait en 1936 sur Bugatti et sur Delahaye. Alors il me dit, je croyais bien que j'étais le seul Villeneuve. Je lui ai dit non, tu vois, tu es le deuxième, mais en fait, je pense que tu seras quand même plus célèbre que lui, quoi. Ça. J'ai donc accumulé toutes sortes de souvenirs de Gilles, notamment les 4000 photos que j'ai conservées avec soin dans des douzaines d'albums. Et je les regarde si souvent que je pourrais vous le décrire les yeux fermés. Et bien entendu, cette visière de casque dont mon ami Gilles m'a fait cadeau à la fin d'un Grand Prix. Et comme vous le voyez, il me l'a dédicacée. Mais il n'est pas question de la nettoyer. Si je la frottais, je risquerais d'effacer la dédicace et la signature de Gilles. Vous comprenez que je ne prendrai jamais un risque pareil. Nous voici dans mon petit musée particulier, avec tous les souvenirs dont on m'a fait cadeau en plus de 15 ans, dont cette banderole des Grands Prix du Canada. Et toujours notre champion adoré. Mais Gilles n'est pas canadien, il est italien. Tandis que Prost prend le meilleur sur Arnoux, Villeneuve va illustrer à sa manière l'expression « planer au-dessus du lot ». Je vois un coureur automobile comme Gilles Villeneuve ou les autres grands comme courant d'abord contre eux-mêmes. Bien sûr, il y a l'adversaire, c'est important de se garer à gauche et à droite, et dans ce sens-là, le politicien aussi doit éviter les extrêmes. Mais il court contre lui-même, il essaie de faire la plus belle course possible, il cherche le meilleur tournant. Les autres sont là un peu comme les témoins de sa performance, et à la fin on dit, bon, il était mieux que les autres, tant mieux. Mais ce qui le satisfait, c'est d'avoir fait une belle course. Et c'est vrai de la plupart des grands sportifs. À un certain niveau de performance, on essaie de se prouver à soi-même beaucoup plus qu'aux spectateurs ou même qu'à l'électeur. Si l'électeur aime la performance, tant mieux, mais c'est pas pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour être célèbre ou applaudi par l'électeur. Tant mieux s'il va pour nous, mais ça ne serait pas suffisant. Il y a trop de sacrifices, il y a trop de risques dans la course automobile, il y a trop de risques même en politique pour penser qu'un homme et une femme vont s'adonner à ces jeux dangereux simplement pour des applaudissements. Ils le font parce qu'il y a quelque chose en eux qui cherche à les faire se dépasser. On peut dire que Gilles est l'image parfaite d'un pilote. Il représente exactement ce qu'un pilote doit être. Rapide, bon avec le public, et puis spectaculaire. Il prenait des risques, non. Il prenait des risques, c'était personnel. Il prenait pas de risques pour faire plaisir au public. Il prenait des risques parce que, bon, comme en Hollande, quand il est rentré sur 3 roues, c'était vraiment avec l'idée qu'on allait remettre un pneu et puis repartir. C'était pas côté spectacle, c'était pas côté public, c'était lui qui voulait à tout prix continuer la course. Comme à Long Beach, quand il a passé Regazzoni et puis qu'il s'est sorti, ça a été un risque calculé, mais pas vraiment parce qu'il a cru que Clay lui laissait le chemin ouvert. Donc il s'est mis là, c'était un peu juste, mais il a pensé que le chemin lui était donné, donc il est allé. En principe, quand la voiture double une autre voiture, mais que c'est parce qu'il a fait un tour de plus, la voiture plus lente le laisse passer. À Long Beach, c'est ce qui s'est produit, il a pensé qu'on le laissait passer, et puis non, c'était pas le cas. Villeneuve résiste avec acharnement au harcèlement que lui fait subir son rival. Mais l'Australien est décidé à passer coûte que coûte. Les roues se heurtent, il prend le dessus. Jones a pris la mesure de Villeneuve, lâché. Regazzoni se classera 3e, loin derrière son chef de file, qui contient jusque sur la ligne le rush final de Villeneuve.
Pour Gilles, de finir 3e ou 4e, c'était aussi satisfaisant qu'une première place dans le sens de la bagarre, de la course elle-même. Comme à Dijon, quand il s'est battu avec Arnoux, ils se sont touchés dans plusieurs coins et tout. Il en a retiré une satisfaction incroyable. Dernier tour, Villeneuve est en 2e position. Arnoux fait tout ce qu'il peut pour le passer avant la ligne d'arrivée. Jabouille a creusé l'écart en tête, il ne peut plus être inquiété maintenant. Les Renault tourneront, elles qui n'ont pas pu terminer une course jusqu'ici. Et revoici Villeneuve et Arnoux. Dernier tour. Jabouille continue sur sa lancée, mais Arnoux tente une manœuvre. Il tente de passer Villeneuve au freinage dans la courbe à droite. Mais le petit Villeneuve ne s'en laisse pas compter. Il fait l'extérieur. Les deux voitures sont roue dans roue. Elles se sont touchées. Oui, elles se sont touchées. Arnoux réussit à s'échapper en prenant par le bas-côté de la piste. Il roule sur le ciment. Villeneuve passe à l'intérieur. Les roues se touchent encore. Oh là là, les deux coureurs se bousculent dans le dernier tour de ce jeu fantastique. C'est Villeneuve qui repart à l'attaque pour la 3e fois. Il essaie l'extérieur, l'intérieur. Il est passé à l'intérieur. Ah, j'ai jamais vu ça, c'est stupéfiant. Arnoux remonte à l'extérieur. On a l'impression d'assister à une course de stock car. C'est absolument inimaginable. On n'a jamais vu des coureurs se pousser comme ça au cours d'un Grand Prix. Gilles Villeneuve se retrouve en 2e position, mais Arnoux va sûrement l'attaquer dans la partie la plus rapide du circuit. Le turbo de la Renault va-t-il avoir raison du moteur conventionnel de la Ferrari? Ah, c'est incroyable. Les deux voitures semblent coller l'une à l'autre maintenant. Jean-Pierre Jabouille franchit la ligne d'arrivée. Premier, Jabouille. Mais tout l'intérêt se porte maintenant vers la 2e place. Renault va-t-il réussir le doublé ou Villeneuve glissera-t-il sa Ferrari entre les deux? Ils abordent la ligne droite. Villeneuve résiste à la poussée d'Arnoux. La 2e place est jouée maintenant. Gilles Villeneuve, 2e. Arnoux termine en 3e position. Les deux concurrents sont côte à côte. J'aimerais savoir ce qu'ils se disent. L'an passé, quand il a fait l'Espagne, où il a pu retarder tous les pilotes, il a fini premier. Pour lui, c'était une grande satisfaction parce qu'il avait fini premier, oui, mais je pense que c'était beaucoup plus parce qu'il avait réussi, lui, avec une voiture moins bonne, de surpasser les autres. C'est la fin de cette course extraordinaire qui restera dans les années. Elle nuit en effet aux prises, roue dans roue, et 20 tours durant, non moins de 5 pilotes au volant de voitures de 5 marques différentes qui vont couper la ligne d'arrivée groupée en à peine plus d'une seconde. Diabolique, Villeneuve a résisté jusqu'au bout à Laffite, Watson, Reutemann et De Angelis. On peut même dire que c'était plus qu'un plaisir, c'était une drogue. On ne peut pas vivre sans courir. On peut pas. C'était plaisant pour lui de prouver. Il avait un besoin de se prouver, de prouver aux autres ce qu'était la course, d'être le meilleur, puis de s'amuser en le faisant. Bon, ben Gilles, c'est pas un cas à part, mais pas loin, moi je dis, parce que c'était un des plus grands pilotes de la Formule 1, à mon avis. Alors donc, on parle pas d'un petit génie, mais presque, quoi, je veux dire. C'est un type qui avait beaucoup de qualités, très très adroit, hargneux, qui possédait bien le sens de la course, le sens de la vitesse, donc qui avait tout ça dans sa poche, donc il se servait de ça avec facilité. Et moi, je me souviens de Gilles à Signes, au Paul Ricard, où il s'allait amuser de se mettre en travers à 260 à l'heure, de passer les 4 roues sur les vibreurs, enfin 2 roues sur le vibreur, les 2 roues évidemment intérieures, et les 2 autres roues étaient dans la terre en balançant du gravier et en travers pendant 200 mètres jusqu'à l'entrée du Bossé, du double droite du Bossé. Et quand il s'arrêtait, il était hilar, et tout ça faisait rire tout le monde chez Ferrari d'ailleurs. C'est naturel. Et puis quand Jody montait en voiture avec Gilles, il n'aimait pas, parce qu'il trouvait que Gilles allait trop vite. Mais si Gilles était avec Jody, ben, c'était le contraire qui se produisait. Gilles trouvait que oui, ben, il se plaint de ma façon de conduire, mais je pense qu'il s'est jamais vu conduire parce que c'est pareil. Franchement parler, ça ne faisait pas de différence parce que Gilles faisait comme s'il courait un Grand Prix, que ce soit en skidoo, je sais pas moi, en Jeep ou n'importe quoi. Je ne parle pas de son hélicoptère. Je me souviens parfaitement de l'avoir vu à ses débuts. Il volait en hélico pour la première fois. C'est moi qui lui avais enseigné les rudiments de vol. Si je me souviens bien, il n'avait probablement jamais vu un hélicoptère de si près. On a décollé de Cannes-Mandelieu, lui et moi.
Et je dois avouer que j'ai été vraiment stupéfait de le voir poser son hélicoptère en plein dans le mille, si je puis dire. Après 3 heures de vol seulement, et même une fois, je lui ai demandé de bien vouloir conduire ma bébé Ferrari pour de la maintenance. Mais entre le moment où il l'a conduite et où il me l'a ramenée de Maranello, je peux vous dire que la pauvre voiture était moins en état qu'avant que je lui confie. Là, il fallait que je la fasse réviser. À ses yeux, ça ne faisait aucune différence que ce soit ma voiture à moi ou qu'elle appartienne à Ferrari. D'ailleurs, cette petite plaisanterie a coûté très cher. Ce n'était pas une voiture de course, mais Gilles l'avait peut-être oublié. Et comme ce gars-là partait toujours à la dernière minute, ça lui prenait 2h30 pour faire monter Carlo Fiorano, alors que pour des gens qui conduisent plus normalement, je dirais qu'à peu près on peut arriver à faire ça en 5 heures. Si vous êtes rapide, vous mettrez 3h30, mais Gilles mettait 2h30 au maximum, 2h15. Il ne faut pas s'étonner que j'ai dû m'acheter une voiture neuve après que Gilles se soit promené avec. Non, il payait ses contraventions quand même, hein. Le fait qu'il aille vite, pour lui, c'était une chose. Pour un autre, bon, je suis sûre que moi, je montais avec lui en voiture. Ça allait beaucoup plus vite dans ma tête à moi que dans sa tête à lui. La vitesse, oui, c'est très relatif. Visuellement, ce qu'on voit passer tout le temps devient normal. Un bon pilote, pour être un bon pilote, il est bien de situer la peur, je veux dire, ou l'appréhension, vous appelez ça comme vous voulez, exactement à la limite de la voiture. C'est-à-dire, notre métier est la recherche de la limite permanente, et c'est bien que pour ne pas dépasser cette limite, la peur édifie un mur qui nous fasse rester sur la piste et qui nous fasse rester en vie. Je me souviens du jour où François Sévère s'est tué à Watkins Glen. Je suis arrivé le premier sur les lieux de l'accident. Et je me souviens que c'est la première fois que j'ai compris, réalisé qu'on pouvait se tuer dans ce genre de sport. On entend parler de blessés et même de morts, mais ça se situe dans un autre monde. Et là, j'ai vu la voiture écrasée, j'ai vu le corps. Et ça fait vite dans mon petit cerveau. Je me suis dit que c'est bien joli d'être cinglé, mais c'est pas toujours. On peut laisser sa peau à ce jeu-là. Mais je crois que la peur, Gilles la ressentait aussi, comme moi, je veux dire, comme tous les pilotes, mais simplement, il savait plus que les autres, peut-être, cacher ce sentiment. Je veux dire, on a fait des tas de conneries tous les deux ensemble. On a fait des voyages en Italie, dont je me souviens très bien, en voiture, où il était question, évidemment, de faire des paris, des défis. C'était celui qui resterait le plus longtemps à fond, sans lever le pied, sans freiner sur l'autoroute, avec une Ferrari, donc à 270 ou à 280. Et bon, on chronométrait. Et celui qui restait le plus long laps de temps à fond gagnait. Il gagnait quoi? Rien, mais il gagnait d'avoir été plus fort que l'autre ou d'avoir été plus adroit, ou je ne sais pas. Mais ce sentiment de peur sur le visage de Gilles, lorsqu'il était passager à côté de moi et qu'on faisait ces paris stupides, mais ô combien agréables et dont je me souviens avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, je l'ai rarement vu. Je veux dire, il savait très bien, je savais qu'il avait peur, parce qu'on en parlait après, et je savais exactement ce qu'il ressentait. On avait les mêmes sensations au même moment, ou à peu près, mais sur le moment, il savait rester froidement imperturbable, et je crois que c'est ce qui fait son image de quelqu'un qui n'a jamais connu la peur. Gilles donnait cette impression brutale de détachement. Bah, je me casserai peut-être la gueule un jour.
Et c'était une attitude valable en soi d'un côté, mais de l'autre, il était toujours le premier ou le seul à entreprendre toutes sortes de croisades pour que la sécurité sur les pistes soit renforcée. Gilles, comme moi, était tout à fait conscient des risques et je crois qu'il avait un petit peu le même sentiment. Je le sais parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Il avait un peu le même sentiment que moi, en disant je monte dans cette voiture-là, mais on est à la merci de beaucoup de choses et notre vie tient à très peu de choses, je veux dire, quand on fait ce métier-là. Il y a toujours des pilotes qui se laissent prendre au côté romantique, au recul de la peur devant le danger, au grand frisson. Pour moi, c'était pas ça du tout. Cet aspect de la course, c'était le côté plutôt malencontreux, le côté affreux de ce sport. Et j'estimais qu'il fallait que j'arrive à faire tout en mon pouvoir, surtout continuellement, pour rester à la limite. Je me concentrais sur ce que je croyais qu'il fallait faire. J'allais moins vite quand je devais aller moins vite, ou j'allais plus vite lorsqu'il fallait que j'aille plus vite. Et cela dans le seul but de rester en vie, de me donner plus de chance. Parce qu'alors je savais que la hache était là, et que si j'avais commis la moindre erreur, tirer le rideau. Au début, je voulais leur prouver que j'étais le plus fort, et ensuite, j'avoue que ça s'est légèrement tassé. Alors que pour Gilles, il fallait continuellement faire ses preuves. Je croyais qu'il ne ménageait pas la voiture. Oh non, il tenait à être le plus rapide, à passer devant tout le monde. Et cela à chaque tour de piste, quoi qu'il advienne. Je l'ai jamais entendu dire « je vais y aller doux ». Non, il allait à fond à n'importe quel moment. Si Gilles devait revenir, s'il devait revivre, je crois qu'il ferait exactement la même chose, sans rien se demander, avec cette passion qui l'animait. Ora lui ci ha lasciati. Il nous a quittés à cause de quelque chose d'incompréhensible. Incomprensione. La fatalità ci ha privato di un grande campione. La fatalité nous a privés d'un grand champion que j'ai beaucoup aimé. Quando si diceva, ma forse un giorno abbandonerà la Ferrari. On a dit qu'un jour il quitterait Ferrari, mais je ne l'ai jamais cru. Parce qu'entre Gilles et moi, il s'était constitué comme un rapport de père à fils. Un rapporto come da padre a figlio. Je n'ai jamais couru contre Gilles Villeneuve, mais j'estime qu'il était comme nous, de notre espèce, qu'il courait par amour de la course. C'était un coureur avant tout, pas un pilote. Un coureur n'est pas un pilote, ou vice-versa, dirais-je. Tous ceux qui participent à une course espèrent la gagner, mais d'autres sont là par amour de la course. On est là pour tenter de battre le voisin, entre autres. J'estime qu'il avait la passion de la course, et je sais ce que c'est. Au cours de ma carrière, qui a duré 15 ans, j'ai participé à 496 épreuves, et je ne vois que 2 ou 3 hommes dignes du nom de coureurs. Le monde du sport automobile a besoin d'hommes comme Gilles Villeneuve. Et j'ai le sentiment qu'il est arrivé trop tard. Il aurait dû courir à notre époque. Monsieur Fangio, qu'est-ce que vous pensez de Gilles Villeneuve? Est-ce que vous l'avez connu? ¿Qué piensa usted de Gilles Villeneuve? ¿Lo ha conocido? Villeneuve ha muerto físicamente. Villeneuve est mort physiquement. Ma no ha muerto en el recuerdo de todos los automovilistas del mundo. Mais il n'est pas mort dans le souvenir de tous les pilotes du monde. Y para mí ha pasado a formar parte de los grandes del automovilismo. Et pour moi, il a passé à faire partie de la famille des grands pilotes. Sí. La palabra autorizada de Ferrari. La parole autorisée de Ferrari. Cuando lo calificó quand il a qualifié como Nuvolari, que en la época de mi juventud, que à l'époque de ma jeunesse, era el ídolo. C'était l'idole. Que todos pensábamos imolar alguna vez o parecernos a Nuvolari. Que on essayait toujours d'arriver à se comparer a Nuvolari. Yeah. Un pequeño gigante. C'était un petit géant. Io ho un passato costellato di lutti. Mon passé est marqué de deuil. Padre, Père, madre, mère, fratello, frère,
figlio, Fils, moglie. épouse. La mia vita è piena di tristi ricordi. Ma vie est pleine de tristes Io souvenirs. vivo nel passato. Je vis le passé, et dans ce passé, il y a l'image de ce grand petit La bonhomme. figura di questo piccolo grande uomo, di Gilles Villeneuve. Combien de tours te reste-t-il dans cette course sans répit? Combien de temps te faudra-t-il pour faire le tour de ta vie? On poursuit tout ce rêve d'espoir, comme un amour auquel il faut croire, sans jamais douter pour se dépasser, que l'on doit filer pour enfin gagner, qu'importe le prix de sa vie. Combien de tours te reste-t-il dans cette course sans répit? Combien de temps te faudra-t-il pour faire le tour de ta vie?